Lors d'un dîner de famille, maman a dit « Donne-moi ta carte de crédit, ta sœur a besoin de 200 000 $. J'ai refusé. Maman m'a giflé au visage, sors de cette maison. Ma sœur sourit seulement en signe d'accord. Alors je suis parti sans un mot. 10 ans plus tard. 35 appels manqués de maman. Je m'appelle Isabella. J'ai 34 ans et je vis seul dans un appartement calme, dans une ville située à 3 heures de là où j'ai grandi. La salle à manger était chaleureuse, elle sentait le poulet rôti et le vin cher. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti un grand froid. Ma mère m'a regardé droit dans les yeux depuis l'autre bout de la table. Elle n'a pas scié. Elle a simplement tendu sa main ouverte et a dit « Isabella, donne-moi ta carte de crédit. Ta sœur a besoin de 200 000 $. J'ai regardé ma sœur. Elle trifouillait sa serviette, l'air de s'ennuyer, attendant que je règle ses problèmes comme je le faisais toujours. J'ai de nouveau regardé ma mère. J'ai pris une profonde inspiration. Non, ai-je dit. Le silence a duré exactement une seconde. Puis la main de ma mère a bougé. Elle m'a giflé si fort que les lourdes fourchettes en argent sur la table ont cliqueté contre les assiettes en porcelaine. Mon visage s'est mis à brûler instantanément. Mon oreille a bourdonné, mais le pire n'était pas la douleur physique. C'était de regarder ma sœur. Elle n'était pas choquée. Elle n'était pas désolée. Elle avait un sourire narquois. Je me suis levé. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas défendu. Je suis simplement sorti par la porte d'entrée dans la nuit. C'était il y a 10 ans. Je ne leur ai plus parlé depuis. Mais ce soir, à 2 heures du matin, mon téléphone s'est éclairé. 35 appels manqués de maman. Elles veulent encore quelque chose. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous, laissez un commentaire. D'où regardez-vous? Je m'appelle Isabella. J'ai 34 ans. Mon téléphone vibrait sur la table de chevet. C'était un son strident et agressif dans le calme de ma chambre. Je me suis retourné et j'ai plissé les yeux vers l'horloge. Il était 2h14 du matin. Je vis seul maintenant. J'ai un petit appartement propre dans une ville à 3 heures de là où j'ai grandi. Mes murs sont peints d'une couleur crème douce. Mes draps sont frais et blancs. Tout dans ma vie est organisé. Tout est calme. J'aime le calme. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'habituer à un silence qui n'était pas chargé de tension. Le téléphone a vibré encore et encore. C'était incessant. J'ai tendu la main et je l'ai pris. L'écran était brillant dans la chambre sombre. J'ai vu le nom et mon estomac s'est noué comme si j'étais sur des montagnes russes. Maman. J'ai fixé ce nom. Je ne l'avais pas vu sur mon écran depuis 10 ans. Sous son nom, il y avait une notification. 35 appels manqués. 35. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre contre mes côtes. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. La panique est une drôle de chose. Même après une décennie de liberté, même après 10 ans à construire ma propre vie, voir ce nom m'a fait me sentir à nouveau comme une petite fille effrayée, je me sentais petite. Je me sentais coupable. Je me suis assise dans mon lit et j'ai allumé la lampe. La lumière était jaune et chaleureuse, mais j'avais froid. J'ai entouré mon corps de mes bras. Pourquoi appelait-elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi 35 fois au milieu de la nuit? Dans une famille normale, 35 appels à 2 heures du matin signifie une urgence. Cela signifie un accident de voiture. Cela signifie une crise cardiaque. Cela signifie que quelqu'un est en train de mourir. Mais je ne viens pas d'une famille normale. Dans ma famille, une urgence n'est pas toujours réelle. Parfois, une urgence n'est qu'une arme. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pu. J'ai posé le téléphone face contre le matelas. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de stabiliser ma respiration. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Exactement comme mon thérapeute me l'avait appris il y a des années. J'ai regardé autour de ma chambre. J'ai regardé les livres soigneusement empilés sur ma commode. J'ai regardé la peinture de l'océan que j'avais achetée l'année dernière avec mon propre argent. J'ai regardé les rideaux épais qui gardaient le monde à l'extérieur. C'était mon espace. Elle n'y était pas autorisée,
mais le téléphone continuait de vibrer. C'était comme une perceuse s'enfonçant dans mon cerveau. J'ai pensé à bloquer le numéro. J'aurais dû le faire il y a des années, mais une petite partie de moi, celle qui était encore habituée à être obéissante, a hésité. Et si quelqu'un était vraiment mort? Et si c'était mon père? Mon père était le seul qui me manquait. Il était faible, oui, il ne prenait jamais ma défense, mais il n'était pas cruel comme elle. Il était juste résigné. J'ai repris le téléphone et j'ai fixé l'écran. La vibration s'est arrêtée une seconde. Il y a eu un silence. Puis un SMS est apparu. Isabella, décroche. C'est une urgence. C'est ta sœur. Ma sœur, Elina. Bien sûr, c'était à propos d'Elina. C'était toujours à propos d'Elina. J'ai à nouveau posé le téléphone. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti du lit et je suis allé dans la cuisine. Mes pieds nus étaient froids sur le parquet. Je me suis versé un verre d'eau et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la rue déserte en bas. Il y a 10 ans, je suis sorti d'une salle à manger et je ne me suis jamais retourné. J'ai changé de numéro. J'ai déménagé de ville. J'ai trouvé un nouveau travail. Je ne leur ai pas dit où j'allais. Pendant la première année, j'avais peur qu'elles me retrouvent. Chaque fois que je voyais une berline grise comme celle de ma mère, mon cœur s'arrêtait. Chaque fois que le téléphone sonnait avec un numéro inconnu, je ne répondais pas. Mais elles ne m'ont pas poursuivi. C'est ce qui m'a fait le plus de mal au début. Elles n'ont pas essayé de me retrouver pour s'excuser. Elles n'ont pas appelé pour savoir si j'étais en sécurité. Elles m'ont juste laissé partir. J'étais utile pour elles. J'étais la banque. J'étais celle qui réglait les problèmes. J'étais celle qui nettoyait leur gâchis. Quand j'ai cessé d'être utile, elles n'ont plus voulu de moi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre la différence entre être aimé et être utile. Quand on vous aime, les gens se soucient de vos sentiments. Ils se soucient de savoir si vous avez mal. Ils veulent que vous soyez là parce qu'ils apprécient votre compagnie. Quand vous êtes utile, les gens se soucient de ce que vous pouvez leur donner. Ils se soucient de savoir si votre portefeuille est ouvert. Ils veulent que vous soyez là parce que vous leur facilitez la vie. Pendant 25 ans, j'ai cru que j'étais aimé. Je pensais que si je donnais assez, si je travaillais assez dur, si je me sacrifiais assez, elles finiraient par me regarder de la façon dont elles regardaient Alina. Je me trompais. J'ai bu une gorgée d'eau. Elle était fraîche et propre. Le téléphone dans la chambre a recommencé à vibrer. Appel numéro 36. Je n'ai pas bougé vers lui. Je suis resté près de la fenêtre. J'ai pensé à la dernière fois que j'avais parlé à ma sœur. Elle avait 22 ans alors. Elle portait une robe en soie que j'avais payée. Elle était assise à la table en train de regarder son reflet dans une cuillère pendant que ma mère me réclamait 200 000 $. Elina n'avait pas dit un mot. Elle avait juste eu un sourire narquois. Ce sourire narquois m'a hanté pendant des années. C'était un regard de pur privilège mal placé. Il disait, « Je mérite tout et tu ne mérites rien ». Je me demandais à quoi elle ressemblait maintenant. Elle devait avoir 32 ans. Était-elle toujours belle? Était-elle toujours gâtée? Passait-elle toujours sa vie à la gâcher en attendant que quelqu'un d'autre répare ses erreurs? Le SMS disait, « C'est ta sœur ». Il ne disait pas, « Isabella, tu nous manques ». Il ne disait pas, « Isabella, est-ce que ça va ?» C'était une exigence. C'était un hameçon essayant de m'attraper pour me ramener dans les eaux sombres. Mais la cruauté n'apparaît pas du jour au lendemain. Elle grandit lentement. Elle commence par de petites choses. Elle commence par un commentaire ici, une faveur là. Elle commence par des limites franchies centimètre par centimètre, jusqu'à ce que vous ne réalisiez même pas que vous vous tenez en territoire ennemi. Debout là, dans ma cuisine calme, j'ai laissé mon esprit dériver avant la gifle, avant l'argent, à l'époque où j'étais juste une fille qui essayait d'être gentille. À l'époque de la lente et silencieuse descente vers le fait de devenir une victime dans ma propre maison. Je devais me souvenir. Je devais me souvenir de la raison pour laquelle j'étais parti, afin de ne pas être tenté de répondre à ce téléphone. Ma sœur, Elina, avait 2 ans de moins que moi. Depuis le jour de sa naissance, elle était la princesse. Elle était délicate.
Elle était jolie. Elle avait de grands yeux bleus qui se remplissaient de larmes chaque fois qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. J'étais différente. J'étais robuste. J'étais calme. J'avais les yeux marrons et des cheveux ordinaires. C'est moi qui faisais les devoirs. C'est moi qui rangeais ma chambre sans qu'on me le demande. Maman me disait souvent, « Isabella, c'est toi la forte. Elina a besoin d'aide. Pas toi. » Je prenais cela comme un compliment. Je pensais que cela signifiait que j'étais spécial. Je ne réalisais pas que c'était un piège. Être la forte signifiait simplement que c'était moi qui devais porter le fardeau. Cela a commencé par de petites choses quand nous étions enfants. Isabella, laisse le dernier cookie à Elina. Tu n'en as pas besoin. Isabella, fais les corvées d'Elina. Elle a mal à la tête. Isabella, donne ton argent de poche à Elina. Elle veut cette poupée et nous sommes un peu à court cette semaine. Je disais toujours oui. Je voulais être gentille. Je voulais que maman me sourie. Mais en grandissant, les enjeux sont devenus plus importants. Les faveurs ont cessé d'être pour des cookies et des poupées. Elles ont commencé à concerner la vie. À 16 ans, j'ai trouvé un travail dans une épicerie. Je travaillais le soir et le week-end. J'économisais chaque centime. Je voulais acheter une voiture. J'avais repéré une Honda d'occasion. Elle n'avait rien d'extraordinaire, mais c'était la liberté. 2 semaines avant d'avoir assez d'argent, Elina a eu un accident avec son scooter. Elle n'était pas blessée, mais le scooter était détruit et elle avait endommagé la clôture d'un voisin. Maman est entrée dans ma chambre ce soir-là. Elle s'est assise sur mon lit. Elle avait l'air fatiguée. Isabella, a-t-elle dit doucement. Nous avons un problème. Elle m'a parlé de la clôture. Elle m'a parlé du scooter. Elle m'a dit qu'il n'avait pas l'argent pour réparer cela en ce moment. Nous devons utiliser ton argent pour la voiture, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Mais maman, ai-je dit, la voix tremblante. Je travaille depuis 1 an. C'est mon argent. Le visage de maman s'est durci. Isabella, la famille fait des sacrifices. Ta sœur a des ennuis. Veux-tu que les voisins nous poursuivent en justice? Veux-tu que nous soyons embarrassés? Ne sois pas égoïste. Égoïste. C'était le mot qu'elle utilisait toujours. Si je voulais garder quelque chose pour moi, j'étais égoïste. Si je voulais protéger ce qui m'appartenait, j'étais égoïste. Je lui ai donné l'argent. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir, mais je lui ai donné l'argent. Elina a eu un nouveau scooter 1 mois plus tard. Papa le lui a acheté. Je n'ai jamais eu ma voiture. J'ai pris le bus jusqu'à mes 22 ans. C'est devenu pire à l'université. Je suis allé dans une université d'État grâce à une bourse. Je cumulais 2 emplois, serveuse et tutrice, pour payer mes livres et mon loyer. Je n'ai jamais demandé un centime à mes parents. Elina est allée dans une école d'art privée. C'était incroyablement cher. Mes parents payaient tout. Les frais de scolarité, un appartement de luxe, une nouvelle voiture, des vêtements, des fêtes. Je me souviens être rentré à la maison pour Thanksgiving pendant ma 3e année. J'étais épuisé. J'avais fait des doubles services. Je portais des bottes avec un trou dans la semelle parce que je ne pouvais pas m'en offrir de nouvelles. Elina montrait un nouveau sac à main de créateur. N'est-il pas mignon, a-t-elle crié de joie. Maman me l'a acheté pour avoir eu un B à mon cours de peinture. J'ai regardé maman. Je suis sur la liste d'honneur du doyen, ai-je dit doucement. J'ai une moyenne parfaite. Maman n'a même pas levé les yeux de ses légumes qu'elle coupait. C'est bien, Isabella. Tu as toujours été intelligente pour les études. Elina est créative. C'est plus difficile pour elle. Nous devons l'encourager. Je suis allé dans la salle de bain et je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air fatigué. Ma peau était pâle. J'avais l'air d'avoir 5 ans de plus que mon âge. Pourquoi ne me voyait-elle pas? Pourquoi mon travail acharné était-il invisible? Mais la véritable extraction a commencé quand j'ai obtenu mon diplôme et trouvé un bon travail. Je suis devenu comptable junior dans un grand cabinet. Je gagnais correctement ma vie pour la première fois de ma vie. Je pensais, enfin, je vais pouvoir construire ma vie.
Mais maman considérait mon salaire comme une ressource familiale. Cela a commencé par un appel téléphonique. Isabella, le toit fuit. Papa est stressé. Peux-tu envoyer 500 $? Je les ai envoyés. Puis, Isabella, Elina a besoin d'une robe pour le mariage de son amie. Elle ne peut pas y aller en ressemblant à une mendiante. Envoie 300 $. Je les ai envoyés. Puis, Isabella, nous sommes en retard sur l'hypothèque, juste pour cette fois. 2000 $. Je les ai envoyés. Chaque fois que j'envoyais de l'argent, je me sentais un peu malade. Mais je ressentais aussi un peu d'espoir. Peut-être que maintenant ils vont m'apprécier, pensais-je. Peut-être que maintenant je suis importante. J'achetais leur amour, mais le prix ne cessait d'augmenter et le produit ne m'était jamais livré. Ma sœur ne m'a jamais dit merci. Pas une seule fois. Elle prenait l'argent, achetait la robe, le voyage ou le gadget, et publiait des photos en ligne. Elle avait l'air heureuse. Elle avait l'air insouciante. C'est moi qui restais tard au bureau. C'est moi qui mangeais des nouilles instantanées pour pouvoir leur envoyer des chèques. C'est moi qui avais un ulcère à l'estomac à cause du stress. Un dimanche, environ un an avant mon départ, je suis allé déjeuner chez eux. Je venais de rembourser une énorme facture de carte de crédit pour Alina. Elle l'avait plafonnée pour des vacances au Mexique dont elle avait besoin parce qu'elle était déprimée. Je suis entré dans la cuisine. Maman et Elena riaient. Elles se sont arrêtées quand je suis entré. « Oh, salut Isabella » a dit Elina d'un ton ennuyé. « Salut » ai-je dit. Je me suis assise. « J'ai payé la carte, Elina. Mais tu dois promettre de ne plus l'utiliser. » C'était toutes mes économies. Elina a levé les yeux au ciel. Elle a vraiment levé les yeux au ciel. « Mon Dieu, Isabella, tu es tellement dramatique. Ce n'est que de l'argent. Tu en gagnes plein. Pourquoi es-tu si radine ?» J'ai regardé maman, attendant qu'elle prenne ma défense. Attendant qu'elle dise, « Elina, ta sœur a travaillé dur pour cet argent. Dis merci. » Maman a simplement soupiré. « Ne commence pas une dispute, Isabella. Nous passons une bonne journée. N'apporte pas ton stress ici. » Mon stress. Mon stress était causé par elle. C'est à ce moment-là que j'ai senti la fissure dans mes fondations. Ce n'était pas un bruit fort. C'était un craquement silencieux dans ma poitrine. J'ai réalisé alors qu'il n'avait jamais été question d'aide. C'était de l'extraction. Elle m'exploitait comme un gisement de terre. Elle continuerait à creuser jusqu'à ce que je sois vide, puis elle me laisserait avec le trou. Mais je suis resté. Je suis resté une année de plus. L'habitude est une chaîne puissante. La culpabilité est une encre lourde. Je ne savais pas comment partir. Je ne savais pas qui j'étais si je n'étais pas Isabella la forte, Isabella la pourvoyeuse. Je ne savais pas que le coup de grâce approchait. Je ne savais pas qu'un simple dîner mettrait fin à ma vie telle que je la connaissais. Le soir du dîner, l'air semblait lourd. C'était un mardi. J'avais travaillé 10 heures ce jour-là. Maman m'avait appelé pour me dire « Viens dîner ». C'est important. J'y suis allé en voiture, fatiguée et anxieuse. Important signifiait généralement coûteux. Quand je suis entré, la table était parfaitement dressée. La belle porcelaine, les verres en cristal, le poulet rôti, les pommes de terre. Cela ressemblait à une célébration. Papa était assis au bout de la table. Il regardait son assiette. Il ne m'a pas dit bonjour. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Elina était là, buvant du vin rouge. Elle était superbe. Elle était coiffée. Ses ongles étaient parfaits. Elle n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, ce qui était vrai. Maman s'activait, trop joyeuse. « Assieds-toi. Assieds-toi. Mange. » Nous avons mangé dans un silence gênant. J'entendais l'horloge faire tic-tac sur le mur. Tic-tac, tic-tac. Finalement, maman a posé sa fourchette. Elle s'est essuyée la bouche avec une serviette. « Isabella » a-t-elle dit. Sa voix était calme, professionnelle. Nous avons une opportunité. Une immense opportunité pour Elina. J'ai posé ma fourchette.
Quel genre d'opportunité? Une entreprise. Elina est intervenue, une boutique, ma propre ligne de mode. J'ai une vision, Isabella. Ça va être énorme. Ça a l'air sympa, ai-je dit prudemment. As-tu un plan d'affaires? Elina s'est moquée, des détails. Maman gère les détails. Maman s'est penchée en avant, ses yeux fixés sur les miens. Elle a besoin d'un capital de départ. Un vrai capital pour obtenir un emplacement de choix et du stock. Combien, ai-je demandé? Je m'attendais à peut-être 5 000 $, peut-être 10 000 $. 200 000 $, a dit maman. Le chiffre est resté suspendu dans l'air. 200 000. J'ai ri. C'était un rire nerveux, choqué. Maman, je n'ai pas 200 000 $. Je suis comptable, pas millionnaire. Tu as un excellent dossier de crédit, a dit maman. Nous avons vérifié. Tu peux contracter un prêt commercial ou une ligne de crédit. Tu peux co-signer avec nous, mais mets-le à ton nom parce que ta cote de crédit est parfaite. Nous avons vérifié. Ces mots ont résonné dans ma tête. Elles avaient vérifié mon crédit sans me le demander. Non, ai-je dit. Maman a cligné des yeux. Quoi? Non, ai-je répété. Ma voix était plus forte cette fois. Je ne peux pas faire ça. C'est l'équivalent d'un prêt hypothécaire. C'est une dette pour la vie. Si l'entreprise fait faillite, et Elina n'a jamais dirigé d'entreprise, c'est moi qui devrais payer. Je serai ruiné. Ça ne fera pas faillite, a crié Elina. Tu ne crois jamais en moi. Il ne s'agit pas de croire en toi, ai-je dit. C'est une question de mathématiques. C'est trop risqué. Je ne le ferai pas. Maman s'est levée. Son visage est devenu rouge. Isabella, c'est ta sœur. C'est son rêve. Tu vas gâcher son rêve parce que tu as peur de prendre un petit risque. Tu es égoïste. Encore ce mot. Égoïste. Donne-moi ta carte de crédit, a exigé maman. Nous devons verser un acompte ce soir pour réserver l'emplacement. Donne-la-moi. Non. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. La gifle. Ce fut rapide, violent. Le bruit a résonné comme un coup de feu dans la pièce. Ma tête a dévié sur le côté. La pièce est devenue silencieuse. J'ai touché ma joue. Elle était brûlante. J'ai regardé papa. Il fixait ses petits pois. Il n'a pas bougé. Il n'a pas parlé. J'ai regardé Alina. Elle avait un sourire narquois. Elle avait l'air triomphante, comme si me voir souffrir était mieux que d'obtenir l'argent. Et maman. Maman avait l'air en colère. Pas désolée. En colère que je l'ai défiée. Sale ingrate, a-t-elle sifflé. Quelque chose s'est brisé en moi, mais ce n'était pas une dépression. C'était une libération. Je me suis levé lentement. J'ai pris mon sac à main. Je m'en vais, ai-je dit. Ma voix était très calme. Si tu franchis cette porte, a crié maman, ne reviens jamais. Tu tournes le dos à cette famille. Non, maman, ai-je dit. C'est toi qui m'as tourné le dos il y a bien longtemps. Je suis sorti. Je suis monté dans ma voiture. J'ai roulé. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit jusqu'à un motel bon marché au bord de l'autoroute. Je ne voulais pas qu'elle vienne dans mon appartement. J'avais besoin de me cacher. Je me suis assise sur le lit déformé de cette chambre de motel et j'ai fixé le mur. Mon visage était douloureux. Je me sentais vide. Je me sentais comme une astronaute dont le cordon avait été coupé, dérivant dans l'espace sombre. Mais je me sentais aussi légère. Je n'avais pas à résoudre leurs problèmes. Je n'avais pas à trouver 200 000 $. Je n'avais pas à écouter la culpabilité. Les semaines suivantes ont été floues. J'allais travailler. Je rentrais chez moi. Je verrouillais la porte. Je m'attendais à des appels, à des messages vocaux hurlants, mais il n'y a rien eu. Le silence. Cela faisait mal. Cela confirmait tout. Je n'avais de valeur que lorsque je donnais. Quand j'ai dit non, j'ai cessé d'exister pour elle. Environ un mois plus tard, j'étais dans une épicerie. J'ai tourné au coin d'un rayon et je suis tombé sur ma cousine Sarah.
Sarah était proche d'Alina. Elle a eu l'air surprise de me voir. Elle semblait mal à l'aise. Oh, salut Isabella, a-t-elle dit. Elle a déplacé son panier. On ne t'a pas vu depuis un moment. J'ai été occupée, ai-je dit. Oui, a dit Sarah. Elle a regardé autour d'elle, puis s'est penchée. Écoute, je sais que les choses sont tendues, mais c'est sympa de ta part d'aider Alina quand même. Elle s'en vante partout. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quoi? La boutique, a dit Sarah. Elle a dit que vous vous étiez disputés, mais que tu l'avais aidée finalement. Elle a dit que tu la soutiens financièrement. Elle signe le bail la semaine prochaine. J'ai lâché mon panier. Un pot de sauce tomate s'est brisé sur le sol. De la sauce rouge a giclé partout, ressemblant à du sang. Je ne la soutiens pas, ai-je chuchoté. Oh, Sarah avait l'air confuse, mais elle a dit. Elle a dit que le financement est garanti. À ton nom. J'ai laissé le désordre sur le sol. J'ai couru jusqu'à ma voiture. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine mettre la clé dans le contact. J'ai conduit directement jusqu'à la banque. Je me suis assise sur le parking et j'ai ouvert mes comptes sur mon téléphone. My compte courant semblait normal. Mon compte d'épargne semblait normal. J'ai appelé l'agence d'évaluation du crédit. J'ai navigué dans les menus automatisés, le cœur battant dans la gorge. Vérifier les demandes récentes. C'était là. 3 demandes au cours de la semaine dernière. 2 prêts commerciaux, une énorme ligne de crédit, tous approuvés. Elles n'avaient pas seulement demandé l'argent. Quand j'ai dit non, elles l'ont pris. Elles ont utilisé mon numéro de sécurité sociale. Elles ont utilisé mon ancienne adresse. Elles ont utilisé mon nom, ma mère, ma sœur. C'étaient des criminels et j'étais la victime. J'ai eu envie de vomir. J'ai ouvert la portière de la voiture et j'ai eu des hauts le cœur sur le trottoir. Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était un crime fédéral. Je devais en être sûr. J'avais besoin de preuves avant de faire ce que je savais devoir faire. Je ne pouvais pas appeler maman. Elle mentirait. Je ne pouvais pas appeler Elina. Elle rirait. J'ai appelé papa. Il a répondu à la 2e sonnerie. Allô. Sa voix semblait faible. Papa, ai-je dit, rejoins-moi. S'il te plaît, ne leur dis rien. Rejoins-moi, c'est tout. Il a hésité. Isabella, ta mère est très contrariée. Papa, s'il te plaît. Il m'a rejointe dans un petit restaurant à mi-chemin entre nos maisons. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus que la dernière fois que je l'avais vu. Ses épaules étaient voûtées. Il portait un polo taché. Je n'ai pas commandé de nourriture. J'ai juste pris un café noir. Papa, ai-je dit d'une voix basse. Sarah m'a dit qu'Alina ouvre la boutique. Elle a dit que le financement est à mon nom. Papa a regardé sa tasse de café. Il refusait de croiser mon regard. Ses mains tremblaient. Papa, ai-je dit d'un ton plus ferme. Regarde-moi. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient humides. Ont-elles utilisé mon nom, ai-je demandé. Il a fait un petit signe de tête pathétique. Comment, ai-je demandé. Elles ont besoin de signature. Elles ont besoin d'une pièce d'identité. Ta mère? Papa a difficilement dégluti. Ta mère a ton ancien acte de naissance. Et elle? Elle s'est entraînée à imiter ta signature à partir de tes anciennes cartes d'anniversaire. Je l'ai fixée. Ma mère s'était assise à la table de la cuisine pour s'exercer à imiter ma signature afin de me voler. Et tu le savais, ai-je demandé. Je lui ai dit de ne pas le faire, a-t-il chuchoté. J'ai dit que c'était mal. J'ai dit que tu serais en colère. En colère? J'ai ri. C'était un son aigu, saccadé. Papa, il ne s'agit pas d'être en colère. C'est de l'escroquerie. C'est passible de prison. Papa a tressailli. Non, non, Isabella, ne dis pas ça. C'est la famille. Nous avons juste besoin d'un peu de temps. L'entreprise va rapporter de l'argent et nous rembourserons les prêts avant même que tu ne t'en aperçoives. Maman a un plan. Maman a un plan pour me ruiner, ai-je dit. Et tu l'as regardé faire.
Je ne pouvais pas l'arrêter, a-t-il dit. Tu sais comment elle est. Elle fait ce qu'elle veut pour Alina. Et moi alors, ai-je demandé, la voix brisée. Et moi, papa? Est-ce que je ne suis pas ta fille, moi aussi? Pourquoi ne m'as-tu pas protégé? Il m'a regardé avec des yeux tristes et impuissants. C'était là. L'ultime vérité. Le dernier clou dans le cercueil de mon enfance. Parce que j'étais forte, je ne méritais pas de protection. Parce que j'étais capable, on m'autorisait à être sacrifié. Ma force était ma punition. Je me suis levé. J'ai regardé mon père de haut. Je ne le détestais pas. Je ressentais simplement une profonde pitié. C'était un homme faible. Il avait laissé sa femme le transformer en fantôme. Je suis forte, papa, ai-je dit. Tu as raison sur ce point, et je vais gérer cela, mais tu ne vas pas aimer ma façon de faire. Isabella, a-t-il demandé, la peur dans les yeux, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me protéger, ai-je dit, puisque personne d'autre ne le fera. J'ai posé un billet de 10 $ sur la table pour le café que je n'avais pas bu. Au revoir, papa. Je suis sorti du restaurant. Le soleil brillait, mais le monde semblait différent. Les couleurs étaient plus nettes. Les contours plus durs. Je sentis une froide clarté m'envahir. La tristesse avait disparu. La culpabilité s'était envolée. Elles avaient franchi la ligne. Elles avaient volé mon identité. Elles m'avaient trahi de la manière la plus profonde qui soit. Je n'étais plus une fille. Je n'étais plus une sœur. J'étais la victime d'un crime. Et j'allais le résoudre. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas encore appelé la banque. J'ai cherché un avocat. Pas un avocat spécialisé en droit de la famille, mais en droit pénal des affaires et fraudes. J'ai trouvé un nom, Mitchell et Associés, spécialisé dans la fraude financière et le vol d'identité. J'ai appuyé sur la touche d'appel. Mitchell et Associés, bonjour. Comment puis-je vous aider, a répondu une voix professionnelle. Je m'appelle Isabella, ai-je dit. Ma voix était stable. Je dois signaler un vol majeur, et les coupables sont des membres de ma famille. C'était il y a 10 ans. Maintenant, assise dans ma cuisine à 2 heures du matin, regardant le téléphone avec 35 appels manqués, je savais exactement pourquoi elles appelaient. Le passé ne reste pas enfoui, surtout quand on l'a enterré avec des documents juridiques et des décisions de justice. Elles avaient de nouveaux ennuis. Et elles se souvenaient de la seule personne qui réparait toujours tout. Cette personne n'existait plus. Elle était morte dans un petit restaurant lorsque son père lui avait dit que sa force était la raison pour laquelle elle avait été trahie. Le téléphone a vibré à nouveau. Appel numéro 37. Je me suis approché et je l'ai pris. Je n'ai pas glissé pour répondre. J'ai glissé pour déverrouiller. J'avais un plan. J'avais toujours eu un plan. Il y a 10 ans, après être sorti de ce restaurant, laissant mon père assis dans sa honte, je n'étais pas retourné dans mon appartement pour pleurer. Je n'avais pas appelé mes amis pour me défouler. J'étais allé directement au cabinet de Monsieur Mitchell, l'avocat spécialisé dans les fraudes. Son cabinet était différent de la maison de ma famille. C'était frais, calme, et cela sentait le papier et le vieux bois. Il n'y avait pas de cris ici, pas de chantage à la culpabilité, juste des faits. Monsieur Mitchell était un homme d'une 60aine d'années, avec des lunettes à monture métallique et une voix qui ressemblait à du gravier. Il a écouté mon histoire sans m'interrompre. Il n'a pas semblé choqué. Il n'a pas montré de pitié. Il a simplement pris des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini de lui parler des signatures forgées, des prêts et de la boutique financée par mon identité volée, je me suis arrêté. J'attendais qu'il me dise que j'étais cruel de me retourner contre ma famille. Au lieu de cela, il a enlevé ses lunettes et les a essuyées avec un mouchoir. Isabella, a-t-il dit calmement, vous avez 2 choix. Choix, vous acceptez cette dette. Vous remboursez les 200 000 $ plus les intérêts. Cela vous prendra 20 ans. Vous ne posséderez probablement jamais de maison. Votre crédit sera ruiné. Et voici la partie importante, elles recommenceront, car la fraude crée une accoutumance. Il s'est arrêté et a remis ses lunettes. Choix B. Vous déposez une déclaration de vol d'identité. Vous déclarez les prêts comme frauduleux.
les banques lanceront une enquête. Elles poursuivront les personnes qui ont pris l'argent. Vous serez blanchi, mais votre famille fera face à des poursuites pénales. J'ai regardé mes mains. Elles étaient stables. Choix B, ai-je dit. Êtes-vous sûr, a-t-il demandé. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez annuler. Une fois que l'engrenage est lancé, il tourne. Je suis sûr. Les semaines suivantes furent un tourbillon de paperasse. Je n'ai pas agi par rage. J'ai agi comme un chirurgien retirant une tumeur. Cela devait être précis. Si je laissais entrer mes émotions, je risquais d'hésiter. Je risquais de répondre au téléphone quand maman appelait. Alors, je suis devenu un robot. J'ai fermé tous les comptes bancaires que j'avais partagés avec elle. J'en ai ouvert de nouveaux dans une autre banque, dans un autre comté. J'ai mis un verrou si strict sur mon dossier de crédit que même moi j'avais du mal à obtenir une nouvelle carte. Ensuite, Monsieur Mitchell et moi avons commencé à monter le dossier. Nous avons récupéré les demandes de prêt. J'ai vu mon nom signé d'une écriture qui ressemblait presque à la mienne, mais légèrement bouclée à la fin. Le style de maman. J'ai vu les fausses lettres d'embauche que ma sœur avait rédigées. J'ai vu les fausses adresses. C'était une montagne de mensonges. Monsieur Mitchell a envoyé les premières lettres aux banques. Ma cliente n'a pas autorisé ces transactions. Les banques ont immédiatement gelé les fonds. Le bail de la boutique a été annulé avant même qu'Alina ne puisse acheter un mannequin. L'argent s'est tari instantanément. J'ai attendu l'explosion. Elle s'est produite 3 jours plus tard. Mon téléphone a littéralement explosé. Des centaines d'appels. Des SMS allant de la supplication à la menace. Comment as-tu pu faire ça? Ils ont gelé le compte. Elina pleure. La police pose des questions. Je ne les ai pas tous lus. Monsieur Mitchell m'a conseillé de changer de numéro, ce que j'ai fait. J'ai acheté une nouvelle carte SIM. J'ai débranché l'ancienne ligne fixe. J'ai disparu. J'ai déménagé dans une nouvelle ville. J'ai trouvé un nouvel emploi. Je n'ai dit à personne de mon ancienne vie où je me trouvais. J'avais besoin d'une quarantaine totale. Pendant la première année, j'étais terrifié. Je regardais constamment derrière mon épaule. Je pensais qu'elles allaient se présenter à ma porte. Je pensais qu'elles me retrouveraient, mais elles ne l'ont pas fait. C'est le propre des profiteurs. Ils sont paresseux. Ils veulent la voie de la facilité. Me retrouver demandait des efforts. Cela demandait de l'argent. Elles n'avaient ni l'un ni l'autre, alors elles m'ont laissé tranquille. Au cours des 10 dernières années, j'ai rebâti ma vie. J'ai remboursé mes prêts étudiants. J'ai acheté mon appartement. J'ai voyagé en Italie. Je me suis fait des amis qui m'appréciaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais leur acheter. Mais je ne me suis jamais totalement détendu. J'ai gardé ce dossier, le dossier Mitchell. C'était un épais classeur noir contenant les copies de chaque document falsifié, chaque numéro de rapport de police, chaque lettre de la banque confirmant la fraude. Je le gardais dans un coffre-fort ignifuge dans mon placard. Je savais au fond de moi que ce n'était pas fini. Les gens comme ma mère et ma sœur ne changent pas. Ils attendent, tout simplement. Ils trouvent de nouvelles victimes ou attendent que l'ancienne victime baisse sa garde. Je surveillais mon dossier de crédit chaque mois. Je vérifiais les registres publics chaque année. J'ai vu quand Alina s'est mariée. J'ai vu quand elle a divorcé 6 mois plus tard. J'ai vu quand maman a contracté une deuxième hypothèque sur la maison. Je les observais de loin, comme un scientifique observant des bactéries dans une boîte de pétri. Je n'étais plus en colère. J'étais simplement prête. Alors ce soir, quand le téléphone a sonné 35 fois, je n'ai pas paniqué par confusion. J'ai paniqué parce que je savais que le moment était enfin venu. Le silence était terminé. L'addition était arrivée. J'ai fixé le téléphone dans ma main. L'écran s'était éteint, mais le voyant de notification clignotait toujours. Une impulsion bleue régulière. Clignotement, clignotement, clignotement. J'ai pris une grande inspiration. Je suis retourné dans la chambre et je me suis assise sur le bord du lit. J'ai fait glisser mon pouce sur l'écran. J'ai composé le numéro. Ça a sonné une fois. Isabella. La voix de maman.
Ce n'était pas la voix forte et autoritaire dont je me souvenais. Elle était aiguë, faible et terrifiée. Elle semblait vieille. « Bonjour, mère », ai-je dit. Ma voix m'a surprise. Elle était calme, grave. C'était la voix de la femme que j'étais devenue, pas celle de la jeune fille que j'étais autrefois. « Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu, tu as répondu, a-t-elle bredouillé. Nous ne savions pas si tu avais encore ce numéro. Enfin, nous ne l'avions pas, c'est Sarah qui l'a trouvé. Isabella, tu devais rentrer à la maison. Je suis chez moi, ai-je dit. J'habite ici. Non, je veux dire que tu dois venir ici à la maison, ce soir, tout de suite. Il est 2h30 du matin, ai-je dit. Je ne vais nulle part. Tu ne comprends pas, a-t-elle hurlé. La façade de politesse s'est fissurée instantanément. La police était là, des inspecteurs. Ils ont pris l'ordinateur portable d'Alina. Ils ont à nouveau gelé ses comptes. Ils parlent de mandat d'arrêt, Isabella. De mandat d'arrêt. J'ai ressenti un frisson glacial, mais ce n'était pas de la peur. C'était une confirmation. Qu'a-t-elle fait, ai-je demandé. Rien. Elle n'a rien fait, a pleuré maman. C'est un malentendu. Ce sont ces banques. Elles sont tellement agressives. Alina essayait juste de s'en sortir. Elle a lancé une entreprise de conseil. Elle avait juste besoin de quelques prêts de transition. Quel nom a-t-elle utilisé, ai-je demandé. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd et coupable. Isabella, a chuchoté maman. Tu sais à quel point c'est difficile pour elle. Son crédit est mauvais. À cause de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Elle ne pouvait pas se faire approuver. Elle a juste utilisé un co-signataire. Qui? Eh bien, elle a peut-être mis ton nom juste comme référence, mais d'une manière ou d'une autre, les papiers se sont mélangés et ils t'ont désigné comme garante. J'ai fermé les yeux. Elle n'avait absolument rien appris. 10 ans de silence, 10 ans de conséquences, et elle recommençait. Elle a encore imité ma signature, ai-je dit d'un ton plat. Non, non, elle l'a juste. Elle l'a signé numériquement. C'est différent. Ce n'est pas un crime. C'est une erreur informatique. Mais la police ne veut rien entendre. Ils disent que c'est un vol d'identité. Ils disent que c'est un vol qualifié en raison du montant. Combien, ai-je demandé. 50 000 $, a sangloté maman. Isabella, s'il te plaît. Tu dois leur dire que tu l'as autorisé. Dis-leur simplement que tu avais oublié. Dis-leur que tu as dit oui. Si tu leur dis ça, l'enquête s'arrête, cela devient une affaire civile. Nous pourrons te rembourser plus tard. Tu veux que je mente à la police, ai-je dit. Je veux que tu sauves ta sœur, a-t-elle crié. Elle ne peut pas aller en prison, Isabella. Elle est délicate. Elle ne survivra pas. C'est ton propre sang. Mon sang? J'ai regardé les veines de mon poignet. J'ai pensé au sang qui y coulait. C'était mon sang. Je le nourrissais. Je le gardais en bonne santé. Je travaillais pour lui. Isabella, la voix de maman était désespérée. J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé le coffre-fort de mes dossiers dans mon placard. J'ai réalisé à ce moment-là que j'attendais cet instant. J'attendais la rupture définitive. D'accord, ai-je dit. D'accord. Maman a semblé reprendre espoir. D'accord, tu vas nous aider. Je vous retrouverai, ai-je dit. Demain matin, à 9h, au café de Main Street, celui près de chez vous. Oui. Oui. D'accord, nous y serons. Oh, Isabella, merci. Je savais que tu étais une fille bien. Je savais que tu ne nous abandonnerais pas, 9h, ai-je répété. J'ai raccroché. Je ne me suis pas rendormi. Je ne pouvais pas. Je suis allé au placard et j'ai ouvert le coffre-fort. J'ai sorti le classeur noir. Je me suis assise à mon bureau et je l'ai ouvert. J'ai dépassé les documents d'il y a 10 ans. Je suis allé à la section arrière. Vous voyez, maman se trompait sur une chose. Elle pensait que c'était une surprise pour moi. Elle pensait que je ne savais pas,
mais les services de surveillance de crédit sont très performants de nos jours. J'avais reçu une alerte il y a 3 semaines. Nouvelle demande de crédit, demanderesse de prêt pour petite entreprise, Isabella. Je ne l'avais pas ignoré. Je n'avais pas appelé maman. J'avais appelé Monsieur Mitchell. Il était à la retraite maintenant, mais son fils dirigeait le cabinet. Nous avions déjà déposé la plainte à la police. Nous avions déjà envoyé la déclaration au prêteur. Si la police était chez maman ce soir, c'est parce que je l'y avais envoyée, mais elle ne le savait pas encore. J'ai regardé les papiers dans le classeur. Les preuves étaient irréfutables. Elina avait utilisé mon numéro de sécurité sociale, mon ancienne adresse et une fausse adresse email pour obtenir 50 000 $. Elle avait tout dépensé en 2 semaines. J'ai tracé du doigt la signature sur la copie de la demande de prêt. Elle était bâclée cette fois. Elle était désespérée. J'ai fermé le classeur. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai pris une douche. J'ai lavé mes cheveux. J'ai frotté ma peau. Je voulais être propre. J'ai mis un tailleur bleu marine, élégant, professionnel. C'était le genre de tailleur que je portais pour les réunions de conseil d'administration. C'était une armure. J'ai fait les 3 heures de route jusqu'à ma ville natale. Le soleil s'est levé pendant que je conduisais. Le ciel est passé du noir au gris, puis à un bleu froid et éclatant. Je n'y allais pas pour les sauver. J'y allais pour assister à la fin. Le café m'était familier. C'était autrefois une boulangerie où papa nous achetait des beignets le dimanche. C'était maintenant un café branché avec des murs en briques apparentes et des lateurs de prix. Je suis entré à 9 heures précises. Elles étaient déjà là. Elles étaient assises à une table dans le coin du fond, loin des fenêtres. Elles ressemblaient à des réfugiés d'une catastrophe. Maman semblait toute petite. Ses cheveux étaient gris et ébouriffés, attachés en un chignon désordonné. Elle portait un manteau qui semblait trop grand pour elle. Elle tordait une serviette entre ses mains, la réduisant en petits morceaux blancs. Elina était assise à côté d'elle. Elle avait l'air encore pire. Son visage était gonflé par les larmes. Elle n'était pas maquillée. Elle portait un sweatshirt à capuche, la capuche rabattue sur la tête. Elle ressemblait à une adolescente prise en flagrant délit de vol à l'étalage, pas à une femme de 32 ans. Quand elles m'ont vu, le visage de maman s'est éclairé d'un espoir désespéré et pathétique. « Isabella » a-t-elle murmuré d'une voix pressante, me faisant signe d'approcher. Je me suis dirigé vers la table. J'ai refusé de sourire. Je ne les ai pas serrés dans mes bras. Je me suis assise sur la chaise en face d'elle. J'ai posé mon classeur noir sur la table. « Tu as bonne mine » a dit maman, ses yeux balayant mon tailleur coûteux et mes chaussures cirées. « Tu as l'air de réussir ta vie. »« C'est le cas » ai-je dit. Elina refusait de me regarder. Elle fixait la table. « Isabella » maman s'est penchée en avant en chuchotant. « Merci d'être venue. Nous n'avons pas beaucoup de temps. L'inspecteur nous a donné une carte de visite. Il veut qu'on l'appelle avant midi. Tu as juste besoin de l'appeler. Dis-lui que tu es au courant pour le prêt. Dis-lui que c'était un arrangement familial autorisé. Et ensuite ? Ai-je demandé. Ensuite, il classe l'affaire, a dit maman. Ensuite, nous trouverons un moyen de rembourser. Papa peut vendre son camion. J'ai quelques bijoux. Nous ferons des paiements. Vous n'avez pas l'argent, ai-je dit. Et Elina a tout dépensé. J'ai vu les relevés, des vêtements, un voyage à Las Vegas, des jeux d'argent en ligne. Elina a tressailli. J'essayais de le regagner, a-t-elle dit. J'essayais de doubler la mise pour pouvoir te rembourser avant que tu ne la prennes. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Elina, ai-je dit. C'est ainsi que fonctionne l'addiction. Elle a fait une erreur, est intervenue maman. Elle est désolée. N'est-ce pas, Elina? Je suis désolée, a marmonné Elina. Cela sonnait comme une réplique répétée dans une mauvaise pièce de théâtre. Tu vois, a dit maman, elle est désolée. Maintenant, s'il te plaît, Isabella, passe cet appel pour la famille. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. Pendant des années, j'avais eu peur de ces femmes. J'avais eu peur de leur jugement. J'avais eu peur de leur colère.
J'avais désespérément cherché leur amour. Mais en les regardant maintenant, je ne ressentais pas de peur. Je ne ressentais pas d'amour. Je ne ressentais même pas de haine. Je ne ressentais rien. C'étaient des inconnus dangereuses qui voulaient me nuire pour se sauver elles-mêmes. Je ne peux pas passer cet appel, ai-je dit. Pourquoi pas, a exigé maman. Es-tu à ce point sans cœur? Veux-tu voir ta sœur en prison? Je ne peux pas passer cet appel, ai-je dit lentement, parce que c'est moi qui ai appelé la police. Le silence qui a suivi était lourd. Il a vidé l'air de notre coin de la pièce. La bouche de maman s'est ouverte de stupeur. La tête d'Elina s'est redressée d'un coup, ses yeux écarquillés par le choc. Quoi, a chuchoté maman. J'ai ouvert le classeur. J'ai sorti le rapport de police que j'avais déposé il y a 3 semaines. Je l'ai fait glisser sur la table. J'ai reçu l'alerte il y a 3 semaines, ai-je dit. Je n'ai pas attendu. Je ne vous ai pas appelé pour vous demander des explications. J'ai appelé mon avocat. Nous avons envoyé les preuves à la division des fraudes. Je leur ai fourni les adresses IP. Je leur ai fourni les comparaisons de signatures. Le visage de maman est devenu violet. C'est toi qui as fait ça. Tu as envoyé la police chez moi. Non, ai-je dit. C'est Elina qui a envoyé la police chez toi. Elina a commis un crime fédéral. Je l'ai simplement signalé. Espèce de traîtresse, a hurlé Elina. Elle a frappé la table de sa main. Dans le café, les gens se sont retournés pour regarder. Toi. Tu as tellement d'argent. Tu aurais pu simplement payer. Pourquoi as-tu besoin de me ruiner? Je ne t'ai pas ruiné, ai-je dit calmement. Tu m'as volé 2 fois. La première fois, je t'ai laissé tranquille. Je suis parti. Je t'ai donné 10 ans pour grandir. Ce que tu n'as pas fait. Tu t'en es encore prise à moi. Je suis ta mère, a sifflé maman. Elle a tendu le bras à travers la table et m'a attrapé le poignet. Sa prise était serrée, douloureuse. Tu vas les appeler tout de suite et retirer ça, ou que Dieu me vienne en aide, tu es morte pour moi. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon poignet. C'était une vieille main, tachetée par l'âge. Elle avait autrefois tant de pouvoir sur moi. Cette main m'avait giflé il y a 10 ans. Cette main m'avait poussé à signer des chèques que je ne pouvais pas me permettre. J'ai retiré mon bras. Sa main est tombée. J'étais déjà morte pour toi à la seconde où j'ai arrêté de payer, ai-je dit. Je me suis levé. J'ai boutonné ma veste. L'inspecteur a tout ce dont il a besoin, ai-je dit. Je ne porte pas plainte pour l'argent. C'est la banque qui porte plainte pour fraude. Ce n'est plus de mon ressort. C'est l'État contre Alina maintenant. Isabella, s'il te plaît. Maman a commencé à pleurer. De vraies larmes amères. S'il te plaît, ne t'en va pas. Nous ne pouvons pas gérer ça seuls. Vous m'avez exclu de la famille le soir où tu m'as giflé, ai-je dit. Ma voix était d'une stabilité absolue. Aujourd'hui, je respecte votre décision. Je me suis retourné. Isabella, a hurlé Elina derrière moi. J'ai marché vers la porte. La clochette au-dessus de la porte a tinté lorsque je l'ai poussée. Je suis sorti sur le trottoir. L'air était vif et froid. Je ne me suis pas retourné. Je suis rentré dans ma ville cet après-midi-là. J'ai éteint mon téléphone pendant le trajet. Je ne voulais pas entendre les cris. Quand je suis rentré chez moi, je ne me savais pas heureuse. Je ne me sentais pas triomphante. Une victoire implique une bataille où quelqu'un gagne. Ce n'était pas une victoire. C'était une tragédie, mais c'était une tragédie nécessaire. Au cours des mois suivants, les conséquences ont suivi leur cours. Je n'ai rien eu à faire. Je recevais simplement des nouvelles du bureau du procureur. Comme le montant dépassait $50 000, c'était un crime grave. Et parce qu'Elina avait des antécédents d'irrégularité financière, que l'enquête a révélé, ils n'ont pas été cléments. Ils ont gelé ses avoirs. Ils ont saisi sa voiture. Maman a essayé de la sauver. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a vidé ses propres économies de retraite pour engager un avocat de la défense. Elle a contracté une deuxième hypothèque sur la maison où j'avais grandi pour payer la caution. Ce ne fut pas suffisant.
Les preuves que j'avais fournies étaient irréfutables. L'empreinte numérique était incontestable. Elina a accepté un accord de plaider coupable. Elle a plaidé coupable d'un chef d'accusation de vol d'identité et d'un chef d'accusation de fraude bancaire en échange d'une peine plus légère. Elle a été condamnée à 2 ans de prison, suivie de 5 ans de mise à l'épreuve. Elle a également été condamnée à verser des réparations financières. Je ne suis pas allé au prononcé de la peine. J'ai lu cela dans le journal local en ligne. Une femme de la région condamnée dans une affaire de vol d'identité. Il y avait une photo d'Alina quittant le tribunal. Elle semblait plus vieille, plus dure. Elle ne souriait plus de ce ton narquois. Maman a perdu la maison. Elle ne pouvait plus payer les mensualités de l'hypothèque après avoir tout dépensé pour l'avocat. Elle a dû s'installer dans un petit appartement dans un quartier difficile de la ville. Papa a emménagé chez son frère dans un autre état. La famille a été démantelée. Les gens pourraient penser que c'était ma vengeance. Ils pourraient penser que j'avais planifié cela pour les détruire, mais ce n'était pas de la vengeance. C'était de l'effet de la gravité. Si vous sautez d'une falaise, la gravité vous entraîne vers le bas. La gravité ne vous déteste pas. La gravité ne cherche pas à vous faire du mal. Elle agit simplement selon les lois de la nature. Ma famille sautait de la falaise depuis des années, s'attendant à ce que je sois le filet de sécurité en bas. J'ai simplement déplacé le filet. Et quand j'ai déplacé le filet, ils ont touché le sol. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est simplement ce qui arrive quand on cesse de cautionner la destruction. J'ai reçu une lettre de maman environ 6 mois après l'entrée d'Alina en prison. Elle était écrite à la main sur du papier ligné bon marché. Isabella, j'espère que tu es heureuse. Tu nous as détruits. Ta sœur est dans une cage. J'ai perdu ma maison. Ton père est parti. C'est toi qui as fait ça. Tu es une fille froide et sans cœur. Je prie pour que tu n'aies jamais d'enfant pour qu'il ne te fasse pas ce que tu m'as fait. Maman. J'ai lu la lettre debout dans ma cuisine. Il faisait beau dehors. Mon appartement était calme. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti un pincement au cœur. Oui, de la tristesse. De la tristesse pour la mère que j'aurais aimé avoir. De la tristesse pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue. Mais j'ai réalisé quelque chose en lisant ces mots haineux. Elle ne me voyait toujours pas. Elle ne prenait toujours pas ses responsabilités. Dans son esprit, le vol de mon identité par Elina n'était pas le crime. C'était mon signalement qu'il était. Elle vivait dans un monde de logique tordue. Un monde où l'amour signifiait la soumission et où la maltraitance n'était que de la dynamique familiale. Je ne faisais plus partie de ce monde. J'ai déchiré la lettre en 2, puis encore en 2. J'ai jeté les morceaux dans le bac de recyclage. Je me suis préparé une tasse de thé. Earl Grey. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les gens marcher dans la rue en dessous. J'étais seul, mais je ne me sentais pas seul. La solitude consiste à attendre quelqu'un qui ne viendra jamais. La solitude consiste à être assise à une table de dîner avec des personnes qui ne se soucient pas de vous. Je n'attendais plus. Le jour où Alina est sortie de prison, 2 ans plus tard, je ne l'ai pas su. J'avais arrêté de suivre les actualités. J'avais arrêté de les surveiller. J'étais occupé. J'avais eu une promotion au travail. Je fréquentais un homme charmant nommé David. Il était enseignant. Il ne se souciait pas de l'argent. Il m'écoutait quand je parlais. Il me demandait comment s'était passée ma journée. C'était étrange au début d'être avec quelqu'un qui ne me demandait rien. J'attendais toujours que le vent tourne. J'attendais toujours qu'il me demande un prêt, mais il ne l'a jamais fait. Il voulait simplement être avec moi. Un dimanche, David et moi nous promenions dans le parc. Les feuilles prenaient des tons orange et or. L'air sentait l'automne. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Je me suis arrêté de marcher. David s'est arrêté et m'a regardé. Tout va bien? J'ai regardé l'écran. Je savais instinctivement de qui il s'agissait. J'ai répondu. Allô, Isabella. C'était Alina. Sa voix était rauque, différente. Bonjour, Elina, ai-je dit. Je suis sortie, a-t-elle dit. Je sais. Je n'ai rien, a-t-elle dit.
Maman vit dans un taudis. Je ne peux pas trouver de travail avec un casier judiciaire pour crime. Je n'ai nulle part où aller. Elle a marqué une pause. J'entendais l'attente dans le silence. Le vieil hameçon tentant de m'attraper. Je suis la victime. Tu es celle qui répare. Répare ça. Je suis désolé de l'entendre, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. J'étais désolé que sa vie soit difficile, mais je n'allais pas régler ses problèmes. C'est tout, a-t-elle répliqué sèchement. La colère était toujours là, bouillonnant sous la surface. Tu es désolé. Tu as un appartement. Tu as une carrière. Tu me dois quelque chose, Isabella. C'est toi qui m'as mise là-dedans. Non, Alina, ai-je dit. C'est toi qui t'y es mise toute seule. Je suis ta sœur, a-t-elle crié. Est-ce que ça ne signifie rien? J'ai regardé David. Il regardait un chien courir après un frisbee. Il souriait. Il était patient. Il était doux. Cela signifie que nous partageons de l'ADN, ai-je dit. Mais la famille, c'est bien plus que le sang, Alina. La famille, c'est le respect. La famille, c'est la sécurité. Tu n'as jamais été une sécurité pour moi. Alors, tu vas simplement raccrocher. Tu vas me laisser mourir de faim. Tu ne mourras pas de faim, ai-je dit. Tu es intelligente. Tu as des ressources. Tu vas t'en sortir, mais tu le feras sans moi. Je te déteste, a-t-elle chuchoté. Je sais, ai-je dit. Et je te pardonne. Quoi? Elle semblait confuse. Je te pardonne, ai-je dit. Pas pour toi. Pour moi. Je te pardonne pour ne plus avoir à porter cette colère en moi. Je te pardonne pour pouvoir poser ce téléphone et ne plus jamais penser à toi, Isabella. J'ai raccroché. Je n'ai pas seulement coupé l'appel, j'ai bloqué le numéro. Ensuite, je suis allé dans mes paramètres et j'ai encore changé de numéro. Cela a pris 5 minutes. J'ai remis le téléphone dans ma poche. David s'est tourné vers moi. Qui c'était? Un faux numéro, ai-je dit. Il a souri. Prête pour aller déjeuner? Oui, ai-je dit. Je meurs de faim. Nous avons marché le long du sentier, les feuilles crissant sous nos bottes. J'ai pris une grande inspiration. L'air était froid et pur. J'ai repensé à la table de la salle à manger il y a 10 ans. La gifle, les sourires narquois, le silence. J'ai pensé aux factures de carte de crédit, à la culpabilité, à la peur. Tout avait disparu. Je ne les avais pas détruits. J'avais simplement cessé de les sauver. Et ce faisant, je m'étais enfin sauvé moi-même. J'ai pris la main de David. Elle était chaude. J'ai avancé vers ma propre vie.